Soyez les bienvenus dans Économie de Max sur i24 News. Édition spéciale aujourd'hui, nous allons revenir avec notre expert Lionel Friedfeld sur l'impact économique du conflit actuellement en cours entre Israël et le Hamas. Impact, on le verra, pour chacune des parties à différents niveaux. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Et on s'intéresse d'abord aux conséquences immédiates pour Israël de ces 1400 tirs de missiles en 10 jours depuis Gaza. Une situation inouïe puisque 70% du territoire vit sous la menace de ces attaques du Hamas. Aux quatre coins du pays, eh bien, on se rue vers les abris plusieurs fois par jour. Et cela a un coût pour l'activité. Le point avec Johanna Citruc. À chaque missile détecté dans le ciel d'Israël, une sirène se déclenche. Les habitants ont alors quelques secondes pour se mettre à l'abri. Ils doivent y rester une dizaine de minutes, le temps de laisser passer le danger. Des mesures de sécurité indispensables, mais qui paralysent l'économie d'une grande partie du pays. Un manque à gagner pour les entreprises israéliennes. D'autant plus que les équipes ne sont pas au complet. Certains ont préféré rester chez eux, en famille. D'autres réservistes ont été appelés. L'absentéisme dans les entreprises au sud du pays varie de 10 à 30%. Certaines sociétés commencent donc à manquer de travailleurs, mais aussi de consommateurs. Les centres commerciaux, les restaurants, les bars sont quasiment vides. Dans certaines villes, les ventes ont diminué de 70%. Un manque à gagner aussi pour les hôtels. Entre 30 et 40% de leurs réservations ont été annulées. Mais en plus de ces pertes indirectes, il faut prendre en compte le coût des dommages causés par les missiles qui ne sont pas interceptés. De nombreux bâtiments, des véhicules, mais aussi des terres agricoles, en partie ou totalement détruits. En tout, les pertes pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions de shekels, soit plusieurs millions d'euros. Voilà des conséquences sur à peu près tous les niveaux de l'activité économique israélienne, les entreprises, le tourisme aussi, et puis les dégâts matériels, les rappels de réservistes à l'armée. Bonjour Lionel Friedfeld, merci d'être avec nous, notre analyste financier. Alors un pays entier bombardé en permanence, est-ce qu'on peut dire que l'économie israélienne finalement elle a intégré depuis un bon moment ce paramètre, ce facteur de risque de guerre, d'instabilité ? Alors, il y a un impact certain, on l'estime à 1% du PIB israélien. En d'autres termes, s'il y a une guerre prolongée, ça serait 2 milliards d'euros d'impact sur l'économie israélienne. Maintenant, le PIB israélien est de 250 milliards de dollars, et ce qui veut dire que l'économie est résistante. Les prévisions de la Banque d'Israël de croissance pour cette année sont de 3,1%. Donc on pense, et l'économie israélienne, qui est notamment notée A+ par Standard & Poor's, pour véritablement être résistante à des chocs. Alors, Deuxième oui. intéressant, je pense, à noter, c'est que si on comprend et on regarde l'indice Standard & Poor's 500 qui regroupe les entreprises américaines et la bourse de Tel Aviv, sur 30 ans, avec un ensemble de conflits, Standard & Poor's 500 a un retour de 400% dans le temps, et la bourse de Tel Aviv a un retour de 2500%. Donc on se rend compte que malgré les conflits, c'est un impact limité à long terme. Donc d'après vous, l'économie israélienne est suffisamment solide pour un conflit, pour tenir un conflit plus ou moins étendu, mais à quelles conséquences est-ce qu'on peut s'attendre finalement à long terme? Cette chiffre, vous l'avez dit, en point de PIB, on pense aussi au shekel, à l'immobilier et puis l'investissement, et le déficit aussi qui risque de se creuser avec les coûts de la guerre finalement. Effectivement, mais il y a aussi des points extrêmement positifs, notamment le développement de l'armée, de l'avance technologique, des sociétés technologiques qui vont vendre. Après, à l'export, on va dire, cette expertise israélienne, est-ce qu'ils vont avoir énormément de retombées économiques, puisqu'effectivement, l'ensemble de l'armement qui est utilisé aujourd'hui à Gaza fait tourner l'économie israélienne d'un autre côté. Et puis le tourisme aussi, qui de plus en plus prend une part importante dans le PIB. Est-ce qu'il faudra du temps peut-être pour rassurer certains voyageurs potentiels? Alors le tourisme, c'est souvent, on va dire, entre 30 et 40%. En fait, les réservations sont annulées. C'est à court terme, c'est comme les cafés, comme les restaurants, mais à moyen terme, en fait, les touristes reviennent toujours en Israël. Alors on connaît aussi, Lionel, la capacité de rebond des Israéliens face aux crises. Est-ce que cette crise peut profiter, entre guillemets, finalement, à certains secteurs de l'activité? Oui, notamment le high-tech, notamment la défense. On l'a bien vu avec ce nouveau système de missiles. Sans doute, il va être vendu à la Corée du Sud pour protéger en fait son 38e parallèle avec la Corée du Nord, mais également aux États-Unis et en Afghanistan. Donc il y a toujours des points très très positifs quand il y a un conflit, notamment sur l'économie israélienne. Ouais, on parlera du dôme de fer dans quelques minutes. Merci Lionel. Alors on va voir justement l'impact concret du conflit en cours sur les commerces et notamment dans le sud d'Israël. C'est bien sûr la région la plus exposée ces jours-ci aux attaques du Hamas. Et à mesure que celles-ci se multiplient, le sentiment d'insécurité pèse de plus en plus sur l'économie locale. On voit tout cela avec ce reportage à Ashkelon et Netivot, signé Amir Ben David avec Anthony Lesme.
Il y a 6 mois, 2 frères de Netivot, ville située près de la bande de Gaza, ont créé un nouvel espace de divertissement avec des jeux, une boîte de nuit et un spa. Durant 6 mois, tout s'est bien passé. Voilà à quoi ressemblait le bar durant la nuit. Israël a alors lancé l'opération Bordure Protectrice contre la pluie de missiles s'abattant depuis Gaza. Le premier jour, vous tentez le coup et vous encaissez. Le deuxième jour, vous encaissez encore une fois. Combien de personnes sont venues ces derniers jours? Si je vous le dis, vous allez rire. 4 personnes. Ils comptaient sur les vacances d'été. Après plusieurs jours durant lesquels personne n'est venu, les 2 frères sont allés voir le centre de commandement de l'armée pour pouvoir officiellement fermer à cause de l'opération. La réponse? La fermeture ne relève que de leur choix personnel, car l'établissement dispose d'un abri pouvant protéger des requêtes du Hamas. Je suis allé à la municipalité au centre de commandement de l'armée. Ils m'ont dit « vous devez travailler ». À quoi cela rime-t-il de travailler? Qui vous a dit de travailler? Une directive du centre de commandement. Ils savent que si nous restons ouverts, personne ne viendra. Pourquoi vous dire de fermer et après être obligé de vous dédommager? Il, c'est l'État. L'État qui demande à la population d'être patiente, mais pense, les 2 frères, fait aussi tout son possible pour éviter d'avoir à dédommager les petits commerces qui perdent de l'argent à cause de ce que les Israéliens appellent la situation. En attendant, les frères ont décidé de fermer leur commerce temporairement pour économiser de l'argent et éviter des pertes inutiles. Je paie mon loyer, mes impôts, la TVA, je paie mes impôts fonciers. Que va-t-il nous arriver? À la fin du mois, je dois délivrer des chèques. Et ces chèques doivent être payés. Comment puis-je les payer sans travailler pendant près d'un mois? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quand je dois payer 400 shekels et des dettes, que dois-je faire? Comment rembourser cet argent? Je ne peux pas travailler, je dois malgré tout payer tout le monde. Comment faire face à ça? Après la dernière opération sur Gaza en 2012, l'État a payé des compensations financières aux petits commerces. Mais l'argent n'est arrivé qu'au bout de 6 mois. Après la dernière opération, j'ai reçu une compensation de 5000 shekels, mais ça ne suffit pas à couvrir mes pertes. Qu'est-ce qu'un café peut faire avec 5000 shekels quand il doit payer ses fournisseurs, les taxes, le loyer et les salaires? C'est un gros coup sur le moral et il va falloir des années pour que la situation s'améliore. À la marina d'Ashkelon, juste au nord de la bande de Gaza, cet été était attendu désespérément. Il souffre toujours des séquelles de la dernière opération. Des écrans de télévision avaient donc été achetés, de nouveaux travailleurs embauchés et de l'argent investi. J'ai déjà parlé à la banque ce matin. Je leur ai demandé d'être patient car mon compte est à découvert. Si personne ne trouve une solution en ce qui concerne les petits commerces comme le mien, je ne pense pas qu'ils survivront. Ils devront tous fermer, le mien compris. Si je ne fais pas rentrer d'argent et que l'État ne m'aide pas, ce commerce va fermer, ou bien je devrais vendre. Ouais, beaucoup de commerçants qui partagent cette situation, qui frappe de plein fouet leur activité. Alors on va s'intéresser à présent à l'état de l'économie côté gazaouite. Tsahal a intensifié cette semaine sa riposte, ses raids sur ce territoire contrôlé par le Hamas. Les destructions vont sans doute ralentir la reprise, mais l'un des gros points noirs de cette économie gazaoui reste son taux de chômage et les récentes destructions des tunnels de contrebande par l'Égypte l'ont fait passer à 40%. Johanna Citruc. L'opération Bordure Protectrice se poursuit. Les bombardements sur la bande de Gaza ont fait de nombreuses victimes, mais aussi des dégâts matériels très importants. 3 missiles ont été tirés ici d'un avion F-16. Une première roquette est tombée sur la ferme, la deuxième a touché la maison. La maison fait 130 mètres carrés et a coûté 15 000 dinars jordaniens, environ 15 500 €. Une violence qui menace la reprise économique à peine entamée. Et la croissance, estimée à 2,5% pour 2014, pourrait être plus faible que prévu. Une baisse potentielle aussi des différentes aides financières, censées représenter cette année 1,3 milliard de dollars, soit 12% du PIB de la bande de Gaza. Ce conflit détériore un peu plus l'économie du pays, déjà fortement pénalisée par la destruction, en 2013, des tunnels qui la relient à l'Égypte. Des tunnels de contrebande par lesquels passaient de nombreux produits de première nécessité et des matériaux de construction. Quand les tunnels fonctionnaient, on pouvait apporter beaucoup de nourriture. Et pendant le ramadan, l'an dernier, les prix étaient abordables pour tout le monde. Les produits étaient bon marché, tout le monde pouvait les acheter. Mais maintenant, je vois que les prix des articles ont augmenté de 70 à 80% par rapport à l'année dernière. Avant la destruction de ces tunnels, le chômage touchait environ 28% de la population active. Aujourd'hui, c'est plus de 40%. En tout, les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Et avec ce nouvel embrasement du conflit régional,
la facture pourrait bien exploser. Voilà un coût conséquent pour Gaza. Alors Lionel, on entend dire en ce moment de la part de certains médias que ce conflit va ramener Gaza une dizaine d'années en arrière d'un point de vue économique. C'est crédible, d'après vous ? Alors, crédible, oui, mais il faut savoir que Gaza est quand même économiquement assez handicapé depuis des années. Vous avez rappelé ce chiffre important de 40% de personnes au chômage, notamment avant ce conflit, mais il y a surtout 40% de personnes qui vivent sous un seuil de pauvreté important. Un chiffre clé, le PNB par habitant à Gaza est de 1 700 $, alors qu'il est de 4 300 $ en Cisjordanie et près de 33 000 $ en Israël. Ça veut dire dans cet petit État, en tout cas dans cette bande de Gaza, qui est grand comme l'État de Singapour, il y a 1 700 000 personnes, ce que Yasser Arafat rêvait aux accords d'Oslo de dire Singapoura, le nouvel État de Gaza. Il y a énormément de pauvreté, mais tout le monde n'est pas pauvre, puisque effectivement, notamment les cas du Hamas se sont énormément enrichis. Il y a plus de 1200 millionnaires à Gaza. Quand même, alors ça fait quand même un grand écart, vous l'avez dit, entre Ramallah et Gaza. On va parler maintenant justement des finances du Hamas. Elles se confondent un petit peu avec celles de la bande de Gaza que le Hamas contrôle. Est-ce que ce conflit va porter un coup dur aux moyens, aux ressources du Hamas, ou bien les traditionnels soutiens, à commencer par l'aide internationale qui transite par Ramallah, ça va suffire? Non, coup dur. Déjà, premier coup dur, ça a été en fait le fait que l'Égypte, avec le général Sissi, prenne le pouvoir, soit plus les frères musulmans, puisqu'il n'y a plus tout ce trafic de tunnels entre l'Égypte et la bande de Gaza, qui alimentait notamment énormément de profits pour les membres du Hamas. Vous l'avez mentionné, il y a l'aide internationale qui a été réduite, il y a notamment les aides des Nations Unies qui a été réduite, et le Hamas est en train d'étouffer économiquement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il recherche la guerre avec Israël. Alors un fait dont on parle un peu moins, c'est l'aide, nourriture et énergie qui continue d'être acheminée vers Gaza par Israël, en tout cas depuis les points de passage israéliens, malgré les tirs de roquettes. Gaza qui reste très dépendant quand même du soutien israélien. Oui, il n'y a pas de grande usine, de centre de production. Véritablement, Gaza est une enclave, il y a une belle plage. À l'époque, on pensait construire des hôtels au niveau des accords d'Oslo, on pensait faire des grands hôtels et notamment inviter l'ensemble des populations arabes à profiter, développer une économie touristique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas une économie indépendante. Et puis, ce facteur de risque social aussi entre ces inégalités que vous avez mentionnées des membres du Hamas qui s'enrichissent et la population qui vit dans des conditions très précaires. Est-ce qu'il y a vraiment un risque à ce niveau-là ? Il y a plus qu'un risque, puisque c'est une poignée, on va dire, d'exécutifs, si je me permets de passer le terme de Hamas, en fait, de dirigeants du Hamas qui contrôlent des milliards de dollars. L'ancien Premier ministre issu du Hamas, Ismaël Haniyeh, notamment, était d'origine très pauvre, très modeste. En quelques années, en 2010 par exemple, il a acheté une villa à près de 4 millions de dollars, une villa de 2500 mètres carrés. Et chaque année, il rachète une villa sur la bord de plage à Gaza pour un de ses 13 enfants. Merci Lionel. Alors on se tourne à présent du côté du dôme de fer. Forcément, c'est l'un des éléments clés, éléments stratégiques dans cet épisode de violence. Le système antimissile israélien affiche un taux de réussite qui frôle les 90%. On a beaucoup parlé de son prix, entre 40 et 50 000 $ par interception. On regarde d'abord ce sujet de Johanna Citruc. Iron Dome, en français, dôme de fer. Un système unique au monde qui permet d'intercepter en plein vol les projectiles de courte et moyenne portée. Depuis le début de l'opération Bordure protectrice, c'est grâce à lui que des dizaines de roquettes tirées depuis Gaza ont pu être contrées. Conçu par la société israélienne d'armement public Rafael Defense Systems, l'Iron Dome comporte actuellement 6 batteries. La première a été installée en mars 2011 dans la région de Beersheva, la capitale du Negev. 5 autres ont ensuite été déployées près des villes d'Ashkelon, d'Ashdod, de Netivot, au sud de Tel Aviv, ainsi qu'à 20 km de la bande de Gaza. Problème, l'Iron Dome coûte cher, très cher. Pour développer et construire les 6 batteries, Israël a dû débourser pas moins d'1 milliard de dollars. Un investissement complété par les États-Unis qui, en échange, bénéficient d'une technologie inédite. Depuis 2011, le financement du Pentagone représente quelques dizaines, voire quelques centaines de millions de dollars. Et pour l'exercice budgétaire 2014, les prévisions s'établissent autour de 220 millions de dollars. Une aide indispensable, puisque chaque interception du dôme de fer coûte environ 50 000 $.
Voilà un coût unitaire qui peut sembler assez élevé, surtout quand on le compare au coût de fabrication de certaines roquettes, mais qui au final est très largement rentabilisé par les dégâts évités et surtout les vies épargnées. Alors Lionel, économiquement aussi, le coût de ce dôme de fer, il justifie amplement, on est d'accord? Effectivement, et vous voulez exactement le mentionner ce point, c'est que ça permet justement qu'il n'y ait pas des missiles qui arrivent et qui détruisent notamment des immeubles à Tel Aviv ou à Jérusalem. Mais deuxièmement, commercialement après, notamment la société Elbit va sans doute revendre ce système à des pays, notamment on peut penser à la Corée du Sud, aux États-Unis qui sont en Afghanistan, à des pays en fait qui recherchent à se défendre contre ce type d'intrusion. Et donc c'est véritablement là la vraie valeur ajoutée de l'armée israélienne. Donc une démonstration grandeur nature du savoir-faire local qui va jouer à l'export d'après vous? Exactement, et surtout ils arrivent à peaufiner le système. On parlait de 90% de précision, mais on va sans doute en fait monter vers les 95, 96, peut-être un jour 100% de réussite. Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et c'est tout pour cette édition d'Économie le Mag. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'info revient tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.